Malgré le soutien massif de l'opinion publique et des politiques qui semblent d'emblée satisfaire les demandes d'une grande partie de la population américaine, la présidence de Donald Trump reste très vulnérable sur le plan économique. En effet, la dette totale du marché du crédit représente la somme de toutes les dettes publiques et privées de l'économie américaine. La Fed a renommé la série tous les secteurs, titres de créances et prêts passifs niveau et elle est actuellement à 101,353 milliards de dollars. Alors, la base monétaire liquidité en circulation plus solde bancaire totaux représente tout l'argent disponible pour le remboursement de ces dettes. Cet agrégat reste à 5 600 milliards de dollars. En d'autres termes, il y a 18 fois plus de dettes dans le système que d'argent pour les payer. C'est en fait ce qui rend la situation insoutenable pour Trump, qui, selon plusieurs connaisseurs des rouages de l'économie américaine, ne peut pratiquement rien faire pour changer cette réalité. Sergei Glaziev, l'un des plus grands économistes monétaires du monde de nationalité russe et proche conseiller du président Vladimir Poutine, a donné son point de vue sur la situation via sa chaîne Telegram. Selon l'analyse de Glaziev sur l'initiative économique de Trump, il semble que ce dernier ait l'intention de fonder la croissance économique américaine sur un nouvel ordre technologique, mais il est contrarié par le système financier contrôlé par les principaux actionnaires de la Réserve fédérale qui se concentrent sur la génération de super-profits en gonflant des bulles financières. La marge de manœuvre de Trump est limitée en raison de la multiplication par 4 de la base monétaire du dollar au cours des 15 dernières années, alors que l'investissement industriel, la production économique et le niveau de vie aux États-Unis ont tous stagné. Alors que les coûts de service de la dette en dollars américains augmentent et que la base de ressources du système financier américain se réduit en raison du fait que de nombreux pays abandonnent l'utilisation du dollar comme monnaie de règlement des échanges et monnaie de réserve, le système financier américain lui-même devient de plus en plus vulnérable et instable. Selon Sergei Glaziev, Trump tente de développer un système financier alternatif basé sur les crypto-monnaies en dehors du système bancaire traditionnel. Cependant, ce choix est-il viable? Alors, quelles sont les marges de manœuvre dont dispose l'administration Trump 2.0 pour mener le bateau États-Unis et Occident global à bon port en 2025? Pour discuter de toutes ces questions fondamentales, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir depuis Paris Renaud Bouchard, économiste à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Renaud Bouchard, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Cher Kamal, bonjour et chers auditeurs, avec un grand plaisir de vous retrouver aussi. Tout le plaisir est pour nous. Alors, en libéralisant complètement la création de la circulation des crypto-monnaies, Trump s'oriente vers l'utopie de Milton Friedman, celle d'un marché libre de la monnaie privée dans lequel n'importe quel émetteur de crypto-monnaie peut concourir. C'est-à-dire en mettant de côté, enfin, comme je le comprends, en menant de côté la nécessité d'adosser cette monnaie à un État qui est sa garantie ou son assurance en dernier ressort. Alors, peut-être il est inspiré par le lancement relativement réussi, en tout cas pour l'instant, de sa propre crypto-monnaie et souhaite-t-il se positionner comme le plus grand émetteur de cette monnaie privée. Alors, Renaud Bouchard, tout cela pourrait-il être fatal pour les systèmes financiers basés sur le dollar? Et en plus de perdre donc la demande étrangère, la demande intérieure de dollars pourrait diminuer considérablement car elle serait progressivement remplacée par des crypto-monnaies émises par des investisseurs privés, ce qui serait fatal pour le système bancaire US et donc mondial. Qu'en pensez-vous? C'est une question qui est extrêmement difficile et je n'ai peut-être pas la prétention de vous répondre de manière précise. Je suis comme vous, cher Kamal.
je lis un peu partout des études qui sont précises, qui sont très documentées. Vous citiez un économiste remarquable en la personne de Monsieur Glaziev, voici quelques minutes. J'ai eu aussi l'occasion de prendre connaissance de ce texte et la réflexion reste tout entière. La vraie question que je me pose pour savoir si effectivement l'émission de comment dire de crypto-monnaies émises par des investisseurs privés serait fatale pour le système bancaire américain et donc mondial est peut-être encore en suspens. Je ne sais pas parce que les crypto-monnaies, tout le monde en parle. On en voit qui fonctionnent avec des hauts, des bas, des cours qui deviennent stratosphériques. Jusqu'à présent, en fait, il n'y a que très peu d'intervenants et très peu d'opérateurs, en fait, sur ces monnaies-là. La véritable question qui est sous-jacente, même sur toutes les autres questions que vous allez me poser dans cette émission et que vous allez développer, c'est de savoir comment le président Trump veut-il remplacer en réalité les tonnes d'or que l'on trouve dans les banques centrales américaines, par des bitcoins, et plus précisément de savoir comment il faut comprendre le projet de crypto-réserve fédérale stratégique. Mhm. Alors ça, c'est une véritable question parce que faut savoir que d'abord, ce n'est pas un programme qui est arrivé d'un seul coup comme ça, comme un météore dans l'espace. Et il faut savoir qu'avant même l'entrée en fonction de Donald Trump, il y avait une partie du Sénat américain qui travaillait déjà à un de ces projets clés que je précise ici pour vos auditeurs, c'est-à-dire faire l'acquisition de 100 milliards de dollars de bitcoins, comme on voit le papier refuse jamais l'encre, hein, 100 milliards de dollars de bitcoins pour constituer une réserve stratégique sous le contrôle direct du Trésor américain. Et il y a un économiste que j'aime beaucoup qui publie sur un site qui s'intitule Le Grand Continent, que j'invite d'ailleurs vos lecteurs à aller consulter. Il s'agit de Monsieur Hubert de Vauplane qui examinait les sous-jacents d'une proposition que l'on qualifiera de vraiment disruptive, révolutionnaire et qui vise à faire, dans l'optique présidentielle américaine, faire transformer un crypto-actif dans un nouvel étalon pour garantir la colossale dette publique américaine et, en même temps, ce qui est le cœur de notre sujet, préserver l'hégémonie mondiale du dollar. Alors, en créant en fait ce projet de réserve fédérale stratégique de bitcoins, il se trouve en fait qu'une sénatrice américaine du nom de Madame Cynthia Lummis a elle aussi de son côté déposé une proposition de loi en ce sens. Mhm. Mais elle n'est pas la seule. Il n'y a pas que M. Trump. Il y a aussi le Brésil, qui est un membre des BRICS, qui a aussi annoncé se lancer dans un tel projet. Et même en Europe, en Pologne, l'opposition polonaise a elle aussi indiqué vouloir créer un tel fonds lorsqu'elle reviendrait au pouvoir. Autrement dit, il faut savoir que de nombreux autres projets ailleurs dans le monde sont encore dans les cartons. Alors, de quoi s'agit-il en fait plus particulièrement? Eh bien, il s'agit de lancer un programme d'achat de bitcoins dans le but de permettre aux États-Unis d'acquérir, et là j'entre d'ici sur des chiffres précis, d'acquérir une participation totale d'environ 5% de l'offre totale de Bitcoin, soit 1 million de Bitcoin d'une valeur de près de 100 milliards de dollars au cours actuel. Et l'idée, ce serait que les partisans de cette idée puissent affirmer et prouver qu'une telle réserve pourrait alors servir de couverture contre l'inflation et empêcher une nouvelle dévaluation du dollar tout en maintenant en fait une position dominante au niveau mondial en matière d'innovation financière. Ceux qui sont contre ce projet, les détracteurs, considèrent qu'il s'agit plutôt d'une solution à la recherche d'un problème, un problème qui serait en fait une solution très risquée compte tenu de la volatilité, de l'incertitude qui entoure cette classe Mhm. d'actifs. Je parle des cryptoactifs, des bitcoins par exemple, qui sont une classe d'actifs financiers relativement nouvelle. Alors, il s'agit en fait de protéger les droits d'autodétention des détenteurs privés de bitcoins et montrer que la réserve stratégique de bitcoins ne doit pas porter atteinte aux libertés financières individuelles. Je suis, je dois vous dire, extrêmement dubitatif parce qu'en fait, à l'heure actuelle, je ne sais pas, pour répondre à votre question, si en fait les crypto-monnaies émises par des investisseurs privés pourraient être fatales au système bancaire américain et au système bancaire mondial. En Mais fait, en là, réalité, on ne sait pas encore qui sont
les véritables intervenants et comment en fait D'accord. chacun des acteurs va pouvoir agir individuellement. Ça, je ne le sais pas. Donc, je vous le disais tout à, comment dire, il y a quelques minutes, je Mais réserve encore la réponse. Renaud Bouchard, ici, les crypto-monnaies ou le Bitcoin et autres, on peut si on veut simplifier, c'est comme les jetons. C'est un jeton Bien sûr. comme les jetons d'un casino. Vous déposez les dollars ou les euros et après on vous donne un jeton. Mais in fine, c'est la monnaie du pays qui compte aux yeux de l'État, des investisseurs, n'est-ce pas? Et là, comment jugez-vous justement cette situation d'endettement abyssal qui ne cesse d'augmenter? Il faut rappeler que la dette américaine, enfin, globale, elle dépasse les 101 000 milliards de dollars, alors que la dette fédérale, elle a dépassé les 36 000 milliards de dollars. Quand on voit toute cette bulle continuer à gonfler, alors que le gouvernement a du mal à financer ses déficits, a du mal à trouver de l'argent pour financer l'économie réelle, rétablir les infrastructures qui sont défectueuses. Alors, c'est-à-dire qu'à un certain moment, la réalité, elle est là. On peut jouer dans les finances comme on veut, mais quand on regarde la réalité physique qui assure le niveau de vie des gens, c'est la catastrophe, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais cher Kamal, vous avez raison, parce qu'en fait, on est en train de créer de l'argent. Il y a un moment donné, dans une économie ménagère, par exemple, si vous dépensez plus que ce que vous avez, il y a un moment donné où la situation peut devenir extrêmement difficile. Et là, lorsque le président Trump est arrivé au pouvoir, au milieu de tous les décrets qui ont, comment dire, qui ont marqué son arrivée, et en tête de son ordre du jour, vous l'avez vu, pour le deuxième jour de ses activités, il y avait le plafond de la dette. Et il faut savoir une chose, c'est que Monsieur Trump est profondément mécontent que ce sujet soit arrivé sur la table. Hier, nous étions mardi après-midi, il a rencontré comment dire, les dirigeants du Congrès pour élaborer une stratégie visant à préserver la solvabilité des États-Unis et la capacité du gouvernement américain à assurer le service de la dette de 36 000 milliards de dollars. C'est un chiffre que personne ne peut, comment dire, valablement se représenter. Et là, Absolument. actuellement, on n'arrête pas et on continue. Et là, je veux dire, je suis pas pessimiste, je suis réaliste. Je rejoins l'analyse de Monsieur Glaziev, c'est que à force comment dire, de continuer comment dire, à repousser la dette indéfiniment, to kick the can, hein, on tape du pied dans comment dire, dans la boîte de conserve, il y a un moment donné où il y a, je veux dire, on arrive totalement on va arriver complètement dans le mur. On y est déjà, mais on a l'impression qu'on repousse Justement, le mur en c'était permanence. le fond de la question. Justement, là, vous touchez quelque chose de très important. Euh, Si Trump ne s'attaque pas justement à ce problème fondamental de la dette et à la refonte du système financier américain et international qu'il a généré, est-ce que on peut le prendre au sérieux quand il parle de réformer l'économie américaine, de la réindustrialiser, sachant qu'actuellement, 84% de son PIB, c'est surtout les services, pas la production. Oui, mais alors là, vous voyez, je ne suis pas du tout sûr que, par exemple, des mesures vraiment techniques qui sont immédiatement prises par le président Trump puissent être efficaces. Si j'en vois, par exemple, les premières décisions qu'il avait prises, notamment, par exemple, les appels d'investissement étrangers à venir aux États-Unis en disant, par exemple, ce qu'il avait indiqué sur son réseau de communication personnelle, Truth Social, toute personne ou entreprise, je cite, investissant 1 milliard de dollars au plus aux États-Unis d'Amérique bénéficiera d'autorisation de permis accélérés, y compris en fait toute facilité pour comment dire, s'installer, disant par exemple ainsi que les prochaines semaines, des barrières tarifaires seront érigées afin de ralentir le flot de porte-conteneurs qui déversent des produits chinois en Amérique. On voit déjà même qu'à l'intérieur des États-Unis, vous avez des gens qui, tout comme vous, comme nous, comme Monsieur Glaziev que vous citiez, on fait plus que réfléchir.
Le Boston Consulting Group, par exemple, a expliqué et a prouvé avec une étude qu'un relèvement des droits de douane de 60% sur les produits importés de Chine, de 25%, je cite ici, pour ceux venant du Mexique, du Canada, de 20% pour le reste du monde, allait avoir des conséquences terribles pour les États-Unis. Il allait coûter 640 milliards de dollars à l'économie américaine. De telle sorte, en fait, que, avec les projections qui sont faites, le PIB américain serait amputé d'environ 1,5%, expliqué dans le quotidien D'accord. français Les Échos du 17 janvier. Deux économistes qui eux aussi sont, je veux dire, extrêmement sérieux, qui sont messieurs Lionel Fontanier et Olivier Blanchard. Ce qui, dans la réalité, et alors là, c'est un impact immédiat sur chacun, sur la population américaine. Ça va représenter quelque chose comme 1500 à 2000 dollars par an de plus par ménage américain à avoir à supporter. C'est une politique qui me paraît être, pardonnez-moi l'expression, mais j'ai un peu l'impression qu'on est peut-être dans du bricolage pour le moment. Je ne sais pas où l'on va, mais voilà, c'est du Et bricolage. surtout s'il y a beaucoup de produits qui viennent de l'étranger, sont des intrants pour l'industrie américaine. Alors là, Exact. ça serait vraiment grave de faire ça. Tout à fait, tout à fait. Et vous avez, ça, ce sont des coûts qui, à mon avis, n'ont pas encore été totalement imaginés. J'écoutais un bulletin d'information à la radio ce matin. C'était, je crois, sur France Culture, où il y avait un commentateur qui parlait de la situation, par exemple, en Corée du Sud, où, indépendamment de la situation politique, c'est un pays là, qui actuellement, même si c'est une puissance industrielle réelle, se fait, je veux dire, est en train de faire face à comment dire, un obstacle extrêmement important qui est la hausse, je parlais des intrants, la hausse du prix des matières premières. La Corée, qu'elle soit la Corée du Nord, soit la Corée du Sud, comme vous savez, il n'y a absolument rien. Je veux dire, il n'y a pas de mine, il n'y a pas de ressources naturelles, il n'y a rien du tout. On apporte tout pour fabriquer, hein. C'est le talent comment dire, de l'industrie coréenne. Tout ceci a un coût. Et alors là, actuellement, ben, on ne sait pas exactement où l'on va, là, hein. C'est tout à fait. On est dans le D'accord, sujet, là, hein. d'accord. Alors, le danger, selon Sergei Glaziev, est que ce changement va inévitablement saper les fondements, c'est-à-dire s'il bascule vers les crypto-monnaies, va saper les fondements financiers de l'État américain. Et donc, selon lui, il estime que, bien que le dollar soit émis par une organisation privée, le processus est réglementé par la loi et 95% des dollars en circulation sont émis pour l'achat de bons du Trésor américain afin de financer donc les déficits publics et de financer la consommation aux États-Unis. Et dans le même temps, en privant la Réserve fédérale du monopole de la monnaie numérique, Trump va restreindre la circulation du dollar dans un système alternatif de registres donc distribués. Et en conséquence, le système bancaire américain pourrait être submergé par une mer de crypto-monnaies émises par des entreprises privées. Cela ne ferait qu'aggraver l'inflation et l'effondrement de la bulle de tous les bulles spéculatives dans les marchés financiers. Alors, est-ce que vous partagez cette analyse? Et dans ce cas, pourquoi Trump voudrait-il prendre un tel risque et aurait-il un plan derrière la tête? Oui, alors Bon, bien sûr, je partage cette analyse. J'aime beaucoup cette expression, la bulle du tout. En fait, en réalité, c'est une inflation économique, c'est une inflation de monnaie, c'est une inflation comment dire, de systèmes et de moyens de paiement qui est totalement artificielle. La- la- le véritable problème, il n'y a pas besoin d'être économiste hein, pour pouvoir le comprendre, c'est que on est sur, comment dire, des instruments monétaires, on est sur une monnaie, et notamment avec le dollar qui est construite sur du rien. C'est-à-dire qu'en fait, on a créé de la richesse qui n'a absolument aucune contrepartie. Euh, j'allais dire, de la dette le, sans contrepartie réelle. les dettes sans contrepartie réelle. Le boulanger, lui, va pétrir son pain, va le vendre et va recevoir une recette en fin de journée parce qu'il aura écoulé sa marchandise. Là, on a titrisé, on a créé des instruments financiers, on a créé en fait du vent sur du vent. Il y a un moment donné, c'est comme de la bulle de savon, ça finit par éclater. Alors, ça a déjà éclaté à plusieurs reprises. Moi, j'ai l'impression maintenant que les explosions vont devenir de plus en plus importantes jusqu'à l'éclatement
la bulle du tout, hein, jusqu'à l'éclatement final. Alors vous m'avez posé la question, pourquoi M. Trump voudrait-il prendre un tel risque? Aurait-il un plan derrière la tête? L'unique plan de M. Trump, c'est de trouver un nouvel étalon pour le dollar. Parce qu'en fait, ces gens-là, comment dire, sont très intelligents, ne sont pas idiots et ont parfaitement compris en fait qu'ils étaient dans une impasse dont ils essayent de sortir. Et alors, on le sait, et c'est la faute principale en réalité, le dollar, là on va arriver tout à l'heure sur un sujet qui va beaucoup intéresser nos auditeurs, qui est en fait justement la manière dont fonctionnent les BRICS, justement, c'est Oui. que le dollar, comme toutes les autres monnaies depuis 1971, n'est plus du tout lié à l'or. Et son cours est librement déterminé par l'offre et la demande, puisqu'il n'y a plus aucune restriction de change qui n'existe concernant, contrairement à d'autres devises, à commencer par exemple par le yuan chinois. Voilà pourquoi le concept d'étalon or, de n'importe quel type d'étalon, a disparu du vocabulaire des banquiers centraux et des économistes. Et ce qui n'empêche pas, en fait, comment dire, les banques centrales de détenir des stocks d'or importants et certains pays de mettre en place un programme d'achat d'or pour augmenter, comment dire, leur stock de ce métal précieux. Et si vous savez, ça personne, enfin je veux dire, on ne le sait pas beaucoup, que le premier détenteur d'or au monde, c'est la Réserve fédérale américaine, avec plus de 8000 tonnes, suivi de l'Allemagne avec 3300 tonnes, l'Italie, la France avec je sais, 2400 tonnes, je crois. Voilà, et bon. Et puis alors, vous avez, alors là, deux autres acteurs extrêmement importants, qui sont la Russie et la Chine et là, on ne sait plus du tout. Et je pense que les réserves réelles d'or détenues par ces deux pays-là sont beaucoup plus importantes que ce que je viens de vous Absolument. indiquer à C'est ce l'instant. que disent tous les financiers. Ils disent que les 2000 et quelques tonnes annoncées par la Chine, c'est en fait le un cinquième. La Chine a plus de 14 000 tonnes de... Oui, donc en fait, ce sont des chiffres qui sont totalement. En fait, on se raconte des histoires, je dirais, en Occident. Hein. Voilà. Et naturellement, alors dans les deux autres pays et deux puissances économiques que vous avez citées, hein, qu'il s'agit de la Chine et de la Russie, bien évidemment, bon, on reste d'une manière stratégiquement discrète hein, pour pouvoir dire voilà. Et alors, ce qui nous amène en fait directement, comment dire, à la question, mais à quoi, par exemple, sert cette montagne d'or? Alors, pour les deux pays que nous avons indiqués, qui sont la Russie et la Chine, ça montre tout simplement qu'elles ont, avec le rouble d'un côté et avec le yuan de l'autre, de véritables monnaies qui sont, pour le grand public, assises sur quelque chose. Quand vous entendez dire, par exemple, avec l'argent que vous utilisez tous les jours, comment dire, le citoyen chinois ou le citoyen russe qui va acheter il a son rouble, il a son yuan et tout, mais il sait que quelque part dans son cerveau, à la banque centrale, il y a du répondant, il y a une contrepartie, il va avoir ce qui constitue en fait le moteur principal et la force d'une monnaie, il va avoir confiance dans sa monnaie. Eh bien, là, en ce qui concerne les autres pays, je dirais pour les États-Unis, on a une montagne d'or. Mais à quoi sert-elle? Eh bien, à la fois à rien, tout au moins pour les pays qui ont des devises fortes, et à tout en cas de catastrophe monétaire, puisque l'or des banques centrales, c'est la garantie ultime. Alors, pourquoi est-on passé à la réserve stratégique en Bitcoin? Eh bien, Mhm, tout simplement parce parce qu'en fait, il s'agit de donner en fait en réalité un leurre comment dire, à la politique économique qui est mise en place, à la politique financière. Là-dedans, ce serait en fait un nouvel actif de réserve stratégique. L'analyse que je fais est la suivante, c'est mhm, que je pense que les dirigeants américains, qu'ils soient les dirigeants financiers, dirigeants politiques, ont compris qu'en fait que l'histoire du dollar c'est une histoire qui était en train de se terminer, qu'il fallait immédiatement trouver quelque chose de solide. Donc, on va essayer mhm. de solliciter la confiance de la population avec quelque chose de nouveau, de technique, d'intéressant et comment dire, qui pourrait enrichir les gens. Regardez, par exemple, tout d'un coup, quand on a annoncé le Bitcoin du président Trump, qui a atteint un record, je ne sais plus du tout quelle est la cote qu'il a atteinte, Ouais. vous avez tout d'un coup une monnaie qui monte. Mais
Je n'ai absolument aucune confiance personnellement là. C'est un leurre, cette histoire-là. Alors, à la question pourquoi voudrait-il prendre un tel risque? Aurait-il un plan derrière la tête? Oui, qui serait tout simplement, en fait, immédiatement de substituer à la valeur dollar une valeur Bitcoin. Mais l'analyse que fait M. Glaziev et que vous allez reprendre, là, vous allez développer, je pense, à mon avis, est en train de montrer, en fait, comment dire, la limite du plan qui a été mis en place. Non, parce que justement, Glaziev justement dit que il ne voit pas beaucoup de signes d'une approche systémique dans les changements proposés par Trump. Alors, pour instaurer un nouvel ordre technologique, c'est-à-dire cette histoire-là des crypto-monnaies, son administration, il dit que devra maîtriser la planification stratégique et cibler les prêts pour investir dans l'expansion de ses capacités de production. Mais selon lui, donc selon Glaziev, en stimulant la création de crypto-monnaies privées, il pourrait saper tous les mécanismes existants d'allocation de crédit sans créer de mécanismes alternatifs viables. C'est-à-dire, on risque une destruction du système d'accumulation des capital américains vieux d'un siècle, entraînant avec lui l'ordre qui pourrait donc toucher à sa fin et entraînant avec lui l'ordre économique mondial. Alors, Trump pourrait changer d'avis dans le chemin, mais qu'en pensez-vous d'abord? Et puis, sur cette question-là de la contraction grave du crédit, puis Trump euh, pourrait s'éloigner aussi de la voie radicale des marchés monétaires libres une fois que ses conséquences potentielles seront peut-être apparentes. On ne sait pas comment il agira face à ça. Quand vous avez posé votre question, je vais vous répondre tout de suite, hein. Euh, vous avez cité M. Glaziev en disant qu'il concluait que le cycle systémique d'accumulation du capital américain vieux d'un siècle pourrait toucher à sa fin, entraînant avec lui l'ordre économique mondial. Vous avez juste oublié un adjectif. En fait, il existe dans les Ouais. indications préparatrices de votre émission que vous m'avez soumises. C'est un ordre économique mondial impérial. C'est bien de ça dont il s'agit. Mhm. Et je ne crois pas que, en fait, dans la position qui a été adoptée par les États-Unis actuellement et dans la nouvelle politique, et le nouveau cap que le président, comment dire, Trump veut mettre en place, il n'a pas du tout l'intention, en fait, de modifier fondamentalement quoi que ce soit. Parce que l'idée de changer de cap, de s'éloigner de la voie radicale des marchés monétaires libres, une fois que des conséquences potentielles seront apparues, très sincèrement, je ne sais pas comment il pourra procéder. Si j'étais à sa place, je pense que je demanderais à mes conseillers, hein, je dirais à mes amis, réfléchissons un petit peu là. Si quelqu'un a une idée, qu'il lève le doigt. Je ne sais pas. Mhm. J'aurais vous répondre en toute franchise, je ne sais absolument pas. Mais cette question-là, justement, parce qu'il prétend vouloir réindustrialiser les États-Unis, ramener le travail et la production aux États-Unis, mais si ce système qu'il propose provoque l'effondrement ou la contraction grave du crédit, justement, à l'industrie, c'est quand même, c'est quand même se tirer une balle dans le pied avant de commencer à marcher. C'est pas la première fois hein, qu'on s'est tiré une balle dans le pied hein, en matière d'économie financière, hein. Euh, euh, moi, personnellement, je ne suis pas prophète, hein, et encore moins devin, et je suis absolument pas persuadé que les analystes, les prospectivistes puissent avoir comment dire, des visions très assurées sur la question. J'assistais hier à une réunion extrêmement intéressante avec des collègues russes de l'Institut de prévision et de prospective économique de Moscou dans le cadre du séminaire bisannuel du séminaire d'économie franco-russe. Et il y avait comment dire, des collègues russes qui s'intéressaient justement à la mise en place des crypto-monnaies. Et, les analyses et communications qui ont été faites ont montré en fait que là aussi on était dans du pilotage à vue, hein. L'art de la divination pour les économistes sérieux, ça n'existe pas, hein. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un économiste, hein? Mais voilà, bon, on fait de la prospective, on fait de l'analyse.
analyses, certains font même tourner des modèles économiques. C'est un peu comme les études de marché, hein. Une étude de marché est bonne lorsqu'elle a été vérifiée, hein. Mhm. Donc, on peut imaginer, on peut formuler comment dire, des thèses, mettre des questions. On est dans du pilotage à vue, hein. Très franchement, peut-être que d'autres gens plus C'est documentés, pour ça plus... que il est tout à fait nécessaire de revenir à l'économie réelle pour Ah, voir. totalement. Moi, je ne sais pas justement, pour terminer cette première partie, par exemple, ce qui se passe en Argentine. En Argentine, on dit que Milei est en train de révolutionner l'Argentine. Oui, moi, ce que j'ai regardé que j'ai vu que la bourse décolle, mais la vie des gens la vie des gens, le chômage a augmenté, la pauvreté n'a pas reculé, le niveau de vie c'est pas vraiment terrible. Donc faire des réformes ultralibérales ou libérales ou ultralibérales, que je sais pas comment dire, pour donner l'argent à ceux qui en ont déjà et qui spéculent dans le casino de la bourse, c'est pas très original comme, comme politique de changement d'un pays. En une C'est pas minute, en très, une. c'est pas très original. Vous savez, dans le, comment dire, je sais plus je crois que c'est dans la livraison du magazine français, du magazine économique Challenge du 23 janvier dernier. Il y a un article extrêmement intéressant de l'ancien prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz Oui, qui oui, est oui. qui est intitulé euh, Trump illustre l'échec du système néolibéral. Et en fait, ce qu'il explique en fait dans son article, c'est que le président américain s'engage dans une impasse en déclenchant une guerre commerciale tous azimuts. Voilà. Et ce qui D'accord, permet en d'accord. même temps de dire si on veut s'en sortir en Europe, on doit aussi répliquer. Alors ça, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Ça, c'est autre chose. Bien. Mais Alors, le seul retour, c'est le retour, à mon avis, vraiment à une économie réelle. Voilà. ouais. Bien. Alors, pour finir avec la situation aux États-Unis, il y a une question cruciale que j'aimerais aussi soulever et faire partager avec nos auditeurs. Alors, outre l'inflation, hein, des fois, qui crée de sérieux problèmes à tous les gouvernements, donc le marché obligataire américain doit faire face à une nouvelle menace qui est le déficit budgétaire. Donc, en effet, donc, il s'agit du pire début d'année fiscale jamais enregistré, selon les analystes. Alors, les dépenses ont augmenté de 10,9%, les recettes ont baissé de 2,2% et le déficit cumulé depuis le début de l'exercice a bondé de 39,4%, atteignant donc 711 milliards de dollars. Donc, les États-Unis affichent désormais un déficit annuel de 3 000 milliards de dollars, reflétant une situation budgétaire particulièrement préoccupante. Et ce déficit survient donc en 2025, une année où les États-Unis vont se heurter à un véritable mur de la dette. Pourquoi? Parce que en 2025, le Trésor américain devra refinancer environ 7 000 milliards de dollars de dettes arrivant à maturité. Et ce montant énorme, donc, coïncide avec une période où les rendements obligataires sont à nouveau en hausse, ce qui complique encore davantage la situation, parce que ce refinancement massif entraînera, selon des experts, une augmentation significative du coût de la dette, car le Trésor devra emprunter à des taux bien plus élevés qu'au moment où ces dettes ont été émises. Et cela exacerbera mécaniquement le déficit budgétaire américain déjà à des niveaux critiques. Alors, René Bouchard, dans ce cas, si vous partagez bien sûr cette analyse, quelle marge de manœuvre le gouvernement de Trump a-t-il pour juguler cette situation? Et allons-nous vers une nouvelle crise majeure comme en 2008 avec la faillite de la banque de Lehman Brothers? Ah, ça, c'est vraiment une excellente question, ça. La marge de manœuvre, il n'y en a pas. Je pense qu'il n'y en a absolument pas. Pilotage à vue. Il va falloir de toute façon trouver de l'argent pour payer, et là, il n'y en a pas. Et allons-nous vers une nouvelle crise majeure comme en 2008? Je pense qu'il va y avoir d'autres banques qui vont disparaître. Ce qui s'est passé en 2008,
j'allais dire, dans cette espèce de coup de tabac financier, un avis de grand frais météorologique, là où l'orage est tombé, tout le monde a cru que la tempête venait et qu'elle n'était pas prévue, elle était parfaitement annoncée. On a préféré garder dans tout le système économique et financier des institutions financières qui étaient déjà fragilisées avant, fragiles et totalement non viables. Euh, Les banques zombies, comme on disait. Exactement. Des banques zombies, des banques fantômes, des morts vivants. Et là, je pense que dans tout le système économique, financier, il n'y a pas qu'aux États-Unis, hein, vous avez ça aussi en Europe, vous avez des institutions financières et des banques qui présentent encore très bien, mais qui sont en réalité, pour reprendre une expression de casino, elles sont déjà au tapis, en fait, hein. Il n'y a plus de capitalisation solide. Voilà. Donc, des faillites à la Lehman Brothers, tout à fait probable qu'on en connaisse d'autres. Vous avez D'accord. eu très récemment, et c'est encore en cours, en Chine, par exemple, j'allais dire des désordres financiers qui se sont matérialisés par comment dire, des disparitions et des restructurations d'institutions financières qui travaillaient sur de l'argent totalement factice. Il se D'accord. trouve que là, bon, le système financier a été très solidement repris en main, mais ça a Donc en été, réalité, Renaud Bouchard, oui. la crise de tout ce qui a été fait, soi-disant, entre guillemets, pour juguler la crise de 2008, finalement, il y a rien de sérieux qui a été fait et qu'on a continué de plus belle et la situation est encore beaucoup plus grave qu'elle n'a été en 2008. Mais elle est beaucoup plus grave et elle va continuer jusqu'au bout. C'est-à-dire, vous connaissez cette phrase je veux dire, qui est, mais comment avez-vous fait faillite? Ben, au début lentement, et puis en plus, après, un peu plus rapidement. Voilà, ben, c'est comme ça que ça se passe, et je pense que le processus d'accélération va jusqu'au bout. C'est pour cela que nous assistons à comment dire, un changement profond à l'échelle, pas simplement américaine, mais mondiale, de une architecture économique et financière. On est en train de rebâtir un D'accord. nouvel Alors, ordre multilatéral avec nouvelle monnaie, nouvelle institution financière entièrement repensée, sauf que c'est un nouvel ordre monétaire international qui ne va peut-être pas se faire avec les anciens membres. d'accord. Alors justement, vous me tendez la perche pour Eh aller oui, dans un mot sur cet aspect-là géoéconomique et géopolitique. Alors, les BRICS ont déjà abandonné le dollar américain. Les BRICS, hein, pas tout le monde, ouais, ouais, mais les oui. BRICS. Le dollar américain, ils payent environ 85% de leurs échanges en monnaie locale. Et la CEI, donc la communauté des États indépendants, a elle aussi réglé 85% de ses transactions avec l'étranger en monnaie nationale. L'Union économique eurasiatique œuvre depuis longtemps aussi pour la stabilité mutuelle entre les États eurasiens et a réussi non seulement à émanciper les économies nationales de la dépendance vis-à-vis des produits occidentaux et du dollar américain, mais aussi à restaurer l'autonomie des divers secteurs du marché, élément clé donc pour un pôle qui veut se définir comme tel et coopérer et non plus se faire concurrence dans un système multipolaire. L'effet de la stabilité eurasienne se fait énormément sentir d'ailleurs sur les autres continents et donc sur les autres pays de ses partenaires. Alors, de quoi faire couler comment dirais-je, la sueur froide sur le front de Trump, parce que il est actuellement acculé à accepter et à reconnaître le déclassement des États-Unis et à ouvrir des voies de dialogue dans le sens de l'établissement d'un monde multipolaire. Est-ce que vous pensez qu'il ira dans ce sens-là? Non. Je ne le crois pas. Quand vous avez une position hégémonique, vous avez tendance à vouloir la garder jusqu'au bout. Ce n'est qu'à partir du moment où vous êtes contraint à procéder à des réajustements que vous les faites, mais vous vraiment, soit parce que vous avez, comment dire, un avantage en vue en vous disant que vous quittez une position qui paraît solide pour prendre une position autre et un peu différente. C'est d'ailleurs pour cela qu'on est en train de mettre en place un nouveau système international, ou supposé tel, avec justement les crypto-monnaies.
Mais je ne crois absolument pas que, j'allais dire, les États-Unis soient prêts. D'ailleurs, pourquoi l'accepteraient-ils? Qui veut accepter d'être déclassé? Imaginez-vous que l'Europe accepte, par exemple, j'allais dire de bon cœur, de se trouver déclassée. Elle est tout simplement obligée de faire avec une nouvelle réalité internationale qui s'impose à elle, c'est tout. Mais ouvrir des voies de dialogue dans l'établissement d'un monde multipolaire, on peut peut-être penser que d'une certaine manière, il va y avoir des réajustements à la marge. Mhm. Sur le fond, je ne sais pas. Mais quand vous avez quand même, avec le monde des BRICS, qui est à la fois énorme, mais comment dire, faussement intégré, parce qu'il y a des disparités, hein. Absolument, Les oui. BRICS, c'est comment dire, c'est la Russie, la Chine, l'Inde jusqu'à l'heure actuelle. Les autres pays font partie du club, bien évidemment, mais ce sont des choses qui sont un peu différentes. Je crois que rien n'est encore joué, tout est en parfait réajustement. C'est d'ailleurs ce qu'a montré le dernier sommet à Kazan, hein. Il y a Mhm. eu des progrès énormes qui ont été D'accord. faits, mais qui doivent être encore Justement, avancés. alors, lors de ce sommet de Kazan, qualifié d'événement majeur, trois décisions, entre autres poussées par la Russie, confirment la thèse de la fin de l'ordre financier et monétaire international fondé par les Occidentaux, les États-Unis en tête, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Alors, la première, c'est l'institutionnalisation d'une nouvelle catégorie de pays dits partenaires des BRICS. La seconde, c'est la création du système BRICS Clear pour faciliter les échanges entre pays membres, mais aussi partenaires, sans passer par le dollar. La troisième, c'est la création d'une compagnie qui prendra en charge l'assurance et la réassurance des transactions et du transport. C'est la BRICS Reinsurance Company. Alors, il y a également une autre décision importante, celle de constituer un marché des BRICS pour les produits agroalimentaires sur le modèle en concurrence avec le marché de Chicago. Alors, Renaud Bouchard, avec ces décisions qui ont été prises et tous ces mécanismes-là, qui certes vont prendre du temps, mais dont la dynamique de réalisation est lancée, est-ce que avec ça, les BRICS sont-ils en train de retirer l'arme de l'hégémonie du dollar aux États-Unis? Et puis, quelle serait la réaction de la nouvelle administration US à cette nouvelle donne financière et monétaire internationale? Alors oui, hein, les BRICS sont-ils en train de retirer l'arme de l'hégémonie du dollar? Ben oui, bien sûr, c'est ça, c'est le cœur du problème. Oui, ils sont en train de le faire. Euh, Simplement parce on voit apparaître un nouveau système financier international justement avec des échanges qui se font comment dire en périphérie du dollar entre pays qui comment dire comme comment dire l'Arabie Saoudite, la Russie, l'Inde. Enfin, on vend du pétrole, on vend des matières premières en évitant d'utiliser justement le dollar comme monnaie de paiement. C'est un premier signe qui est, comment dire, qui ne s'arrêtera plus. Et alors, quelle va être la réaction de la nouvelle administration américaine à cette nouvelle donne financière et monétaire internationale? Je crains malheureusement que ce soit une réaction extrêmement violente. Euh, les guerres économiques sont très souvent accompagnées en fait de véritables guerres réelles. Mhm, On le voit très très bien avec ce qui se passe en Europe orientale à l'heure actuelle, avec l'Ukraine par exemple. On voit comment par exemple l'Union européenne ou ce qu'il en reste est quasiment prise comme otage dans le cadre d'une véritable vassalité avec un suzerain américain. J'utilise des mots qui sont très précis, mais qui, en fait, qui collent vraiment à la réalité. Et je ne suis pas sûr que nous n'ayons pas à connaître dans les semaines, les mois, encore les années à venir, des chocs et des ruptures
très important, hein. La géopolitique est faite de, comment dire, comme de plaques tectoniques qui n'arrêtent pas de se frotter et qui créent des tremblements de terre, comme vous le savez, hein. C'est vraiment, c'est ce qu'on peut envisager actuellement, où on voit même avec ces fausses alliances entre, par exemple, comment dire, les États-Unis, l'Europe, les États membres de l'OTAN, en fait, on voit apparaître, se mettre en place une véritable, comment dire, périphérie géopolitique dont je ne suis pas sûr qu'elle puisse assurer vraiment sa défense pour se mettre comme étant un, comment dire, un arbitre même intermédiaire entre le choc de puissance, entre, comment dire, États-Unis, le bloc, comment dire, euro-asiatique et, comment dire, le bloc des BRICS. Euh, et en écoutant, par exemple, les déclarations assez extraordinaires au point de vue diplomatique de monsieur, par exemple, Sergueï Lavrov, on voit bien que, comment dire, que s'il doit y avoir une guerre, c'est pas les BRICS qui feront une guerre comment dire, au monde américain. C'est le reste, c'est, comment dire, cet hégémon américain qui, lui, n'a pas du tout l'intention comment dire, de perdre la position dominante qu'il a eue jusqu'à l'heure actuelle. Ça va changer. Il va y avoir des réajustements, bien évidemment, mais ça va être très, très violent. Je le pense, D'accord. hein. Alors, justement, là, j'aimerais bien qu'on se pose un peu, un peu sur une question, la question sur l'avenir de l'Europe, dans tous ces changements-là, dans tous ces chocs de plaques tectoniques géopolitiques et géoéconomiques. Alors, avec Donald Trump, c'est lui-même qui le dit, donc la place de l'Europe, en particulier les États membres de l'OTAN et de l'Union européenne, sont celles d'une périphérie géopolitique qui doit être capable d'assurer sa défense. Bien, il leur demande d'augmenter leur budget de défense en se fournissant principalement, bien sûr, hein, euh, en armement américain et en s'alignant sur les priorités géopolitiques des États-Unis. Alors, la Russie reste un adversaire contre qui les Européens doivent faire front afin de permettre à Washington de se concentrer sur la Chine. Et Donald Trump n'aidera pas, visiblement, les Européens à regagner leur souveraineté et leur indépendance géopolitique. Et l'intérêt des États-Unis sous la nouvelle présidence de Donald Trump est de chercher à faire porter aux Européens de l'OTAN et de l'Union européenne le fardeau de leur politique donc de déstabilisation et de participation et à la guerre en Ukraine et leur transférer la responsabilité d'endiguer la Russie, c'est-à-dire la poursuite de la vassalisation, ce que vous y disiez, des Européens en gardant le contrôle sur la doctrine géopolitique et consacrant la division de l'Europe. Visiblement, c'est ce que se dessine. Mais là, la question, Renaud Bouchard, vu le contexte économique et financier désastreux déjà de l'Europe, comment expliquer l'aveuglement des gouvernements atlantistes européens au pouvoir aujourd'hui dans les mm, pays européens opposés à toute remise en cause de leur statut de supplétif vassalisé et qui pourrait être fatal à leur pays d'ici peu? Hum. Vous connaissez la phrase, est-ce qu'on a l'habitude de mordre la main qui vous nourrit? C'est un choix. Les gens qui maintiennent justement les politiques de vassalisation ont tout intérêt à le faire parce qu'ils y trouvent un intérêt qui est un intérêt personnel, un intérêt économique. Regardez par exemple la position de l'Allemagne qui se trouve maintenant dans une situation extrêmement difficile avec des sanctions économiques particulièrement stupides qui ont été prises à l'encontre de la Fédération de Russie et qui se traduisent tout simplement par la perte tout simplement de ressources énergétiques qui sont capitales pour pouvoir maintenir une industrie fonctionnelle et performante. Et vous voyez à ce que, comment dire, parallèlement, énormément en fait d'industriels qui se disent, bon, les choses ne sont plus jouables en Europe, émigrons aux États-Unis, là où on nous attend.
Mais c'est une partie de la population qui, comment dire, industrielle qui fait ça. Le Mhm. reste, sur les 450 millions d'habitants qu'il y a dans, comment dire, dans le bloc européen, et auquel vous aussi rajoutez les 140 millions de la Fédération de Russie, mais restons quand même à l'ouest, je ne suis pas sûr que le plan qui est mis en place de faire la quête pour pouvoir inviter les Européens à contribuer au financement de l'OTAN en lieu et place des États-Unis, continuer à acheter du matériel d'armement américain, continuer à nourrir le brasier qui va s'éteindre tout seul parce que faute d'hommes tout simplement en Ukraine. Je ne suis pas sûr que ce soit des mesures qui vont connaître en fait un avenir sérieux. Vous connaissez ce qu'on appelle la fenêtre d'Overton, hein, du nom de ce sociologue et économiste américain qui Non, expliquait non, que je connais pas. à un moment donné, dans toute situation, quelle qu'elle soit, il y a le moment où les choses ne sont pas encore, le moment n'est pas encore venu. On n'y croit pas. Et puis on se dit, oui, ça pourrait être, mais ce serait dans un œuf. Et puis à un moment donné, tout d'un coup, on s'aperçoit que la conscience générale fait que, ah ben oui, ce que l'on pensait comme ne pas être évident, ben, l'est devenu irréalisable, et ben est devenu réalisable. Il y a un moment donné où vous allez avoir une prise en compte d'une situation qui va être très simple. L'éducation des frissons n'est pas bien faite en Europe, c'est-à-dire que ça fait, je pousse le bouchon très très loin, ça fait 40 ans, 50 ans en fait en réalité que les Européens mangent à leur faim, sont parfaitement chauffés, vivent très tranquillement. Vous avez une guerre en Ukraine qui est totalement surréaliste actuellement. On fait la guerre. Il y a 1 million de morts dans un pays, mais là, les gens, en France, par exemple, on se prépare à partir en vacances. Voilà. Et on va vous parler après de l'OTAN. Mais, mais ce sont deux mondes qui sont totalement en parallèle et qui ne se parlent pas. C'est-à-dire qu'en fait, vu le contexte économique et financier, l'aveuglement des gouvernements pro-atlantistes, oui, c'est parce qu'ils y trouvent un intérêt. Mais l'aveuglement des populations, là, peut-être qu'en fait, les gens sont en train, ils sont, je vais dire, c'est même pas peut-être, c'est certain, les craquements se font sentir. C'est-à-dire tout le monde est en train de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va plus dans le mécanisme. Le moteur commence à cliquer. Et là, ben, la prise de conscience va être importante. Et je pense qu'il va y avoir un réveil. Et dans ce réveil, l'Europe n'est pas condamnée, elle est en difficulté, mais bon, il y a quand même de la ressource, hein. Très honnêtement, je veux dire, tout Mhm. le monde ne s'y intéresserait pas si il n'y avait pas encore de très beaux restes et des potentialités sérieuses, hein. Je veux dire, on le voit très bien, hein. On voit toutes les innovations, on voit tout ce qui est fait, on voit bien d'ailleurs que, j'allais dire, au point de vue technologique, au point de vue industriel, je veux dire, le pillage industriel qui est, comment dire, dont le continent européen est l'objet montre bien en fait qu'il y a encore de la ressource. Voilà. D'accord. Alors, Renaud Bouchard, pour une dernière question qui concerne un peu l'Afrique, dans le contexte donc de toute cette dynamique internationale, une grande effervescence est observée dans plusieurs régions du continent africain. Il y a d'abord les pays du Sahel formant l'AES, l'Alliance des États du Sahel, qui travaillent pour asseoir leur souveraineté dans tous les domaines, y compris économiques, financiers et monétaires, avoir mis donc fin à la présence militaire étrangère sur leur territoire. Il y a également le Tchad, le Sénégal qui commencent à emprunter le même chemin. Alors, comment analysez-vous cette dynamique et comment interagit-elle avec l'évolution de la situation à l'échelle internationale? Est-ce que ça marche dans le bon sens? Oui, oui, bien sûr. Enfin, vous connaissez mon sentiment sur cette question-là. Je ne vais pas vous parler du sens de l'histoire, mais enfin, c'est bien de ce dont il s'agit. Il est bien évident, en fait, que euh, tout ce qui était, en fait, ancienne structure politique, liens politiques, économiques, sociaux, issus, j'utilise le terme générique, hein, issus, en fait, de la colonisation, c'est de l'histoire ancienne, tout ça. Même si, j'allais dire, il restera toujours ce que je crois, comment dire, un fond commun. Je veux dire,
ça fait trop longtemps que nous nous connaissons pour pouvoir envisager de nous ignorer pour l'avenir. Ça, ce n'est pas vrai. En revanche, les révisions qui sont faites, justement, les États sahéliens l'ont montré, l'idée de se débarrasser d'une certaine manière de la présence un peu pesante, pour pas dire autre chose, des comment dire comment dire d'accords militaires avec la France, par exemple. Bon, après tout, on ne va pas reprocher à des pays de vouloir revendiquer eux aussi leur souveraineté et de s'affirmer comme acteurs politiques à l'intérieur de ce qui constitue en fait une zone continentale gigantesque. On n'a pas idée de ce que c'est que le Sahel, hein. Ce sont des pays immenses. Voilà. Et de ce côté-là, en fait, je pense que comment dire, la- l'affirmation comment dire, de pays qui cherchent à asseoir, qui vont y arriver à asseoir leur souveraineté est une très bonne chose. Alors la présence militaire étrangère qui va toucher à sa fin, bah, faudrait peut-être pas non plus qu'on l'on voit apparaître d'autres acteurs extérieurs Absolument. Faut qui pas poursuivront leurs remplacer, objectifs non plus. remplacer, remplacer un maître Voilà. par un autre. Oui, et ça, c'est ma grande inquiétude, ça. Mais en revanche, je fais confiance j'allais dire, à ce qui est un réel développement économique qui est différent de ce que l'on peut connaître ailleurs, mais qui n'en existe pas moins. Vous avez, par exemple, un, un géant économique, et on n'arrête pas de, j'allais dire, c'est un peu la tarte à la crème, ça, mais le Nigeria, par exemple, qui devient à sa manière j'allais dire, bah, en utilisant justement des techniques financières modernes, en utilisant de la crypto-monnaie, en utilisant des systèmes de paiement et tout. Bah, c'est une adaptation qui se fait en tenant compte de réalités qui sont celles que peuvent vivre en fait, j'allais dire, des centaines de millions de personnes. Et ça je crois que c'est une dynamique qui ne s'arrêtera pas. Elle est grosse d'espoir. On peut naturellement voir le côté sombre, mais il y en a pas, il y a pas que ça. Euh, vous savez, je repense toujours à ce titre de, comment dire, l'ouvrage de René Dumont, qui commence à devenir vraiment très ancien maintenant, mais l'Afrique est mal partie. Bah, oui, au début, oui, il y a eu des chaos, effectivement. Si vous regardez, par exemple, prenons uniquement comment dire, l'histoire de l'Europe. 18e siècle, 19e siècle, on s'est quand même très sérieusement tapé dessus pendant un bon moment, hein. Et puis alors pour Ouais, le ouais, 20e siècle, on a aussi montré ce qu'on savait faire, hein. Bon, eh bien l'Afrique, je trouve que, je vais dire que elle s'en sort pas mal quand même. ouais. Il y a un talent réel. Et aussi, donc, la coopération avec les BRICS, quand même, apporte un changement, ce qui ne veut pas dire que ça serait nécessaire de faire, je suis tout à fait d'accord avec vous, de faire une coupure avec les pays occidentaux, mais il s'agit de trouver un modus operandi ou un modus vivendi qui permet d'équilibrer les relations pour que tout le monde puisse se retrouver. Dans ce cas-là, par exemple, il y a le nucléaire civil. La Russie est en train d'aider l'Égypte. C'est une première dans le continent, après l'Afrique du Sud, à construire une très grande centrale nucléaire qui va fournir une bonne partie de l'électricité pour l'Égypte. Et c'est un projet qui va coûter 30 milliards de dollars. C'est la Russie donc qui fournit la technologie et la construction. Et en même temps, 25 milliards de dollars environ, donc 75% du montant du projet. Donc il y a des illustres qui peuvent montrer justement le chemin de ce qu'il faudrait faire pour Mais ça, décoller. mais c'est un décollage qui a déjà commencé. Si vous regardez les relations anciennes entre la Russie et l'Égypte, il y avait eu la construction du grand barrage d'Aswan, par exemple, qui Mhm. était, j'allais dire, une réalisation technique et industrielle absolument remarquable, qui aurait très bien pu être faite par les Européens, par la Grande-Bretagne, qui n'a pas été faite. Vous parlez, par exemple, de l'atome civil en Afrique.
je me suis toujours posé la question avec notre excellente collègue Hélène Clément-Pittiot, comment se fait-il que l'industrie atomique française n'ait pas proposé aux pays du Sahel de leur installer des réacteurs nucléaires? On me dirait, il y a peut-être une dimension, comment dire, d'ingénierie et technique qui m'échappe totalement, mais je crois que c'est pas un projet stupide, hein, Ouais, ouais. voilà, ça aurait très bien pu être fait. Voilà, ce sont des choses qui sont réelles. Alors ça, vous venez, cher Kamal, de mettre le doigt sur quelque chose d'extrêmement important. Et ce sont des projets gigantesques. Vous allez en avoir d'autres. La construction, par exemple, comment dire, ce gigantesque barrage sur le Nil bleu, par exemple, là, avec, comment dire, la partie du fleuve qui coule des hauts plateaux éthiopiens, montre très bien qu'on peut faire aussi des projets industriels extrêmement importants. Là, ce sont les Italiens qui s'y sont mis. Là, vous voyez, ce sont des Mhm. choses qui sont importantes. Ça. Voilà, là, je ne peux pas vous en dire plus, mais Donc, une dernière question aussi, oui, le rôle justement de cette situation d'ouverture, c'est le transfert des technologies et la formation de techniciens et la construction d'industries de transformation dans les pays africains. Est-ce que vous pensez que le contexte actuel s'y apprête, par exemple? totalement. Mais vous savez, vous parlez de l'Égypte. Vous savez, c'était le président Nasser qui avait créé dans la banlieue du Caire un quartier qui s'appelait Mohandisoun, pour les ingénieurs. Les ingénieurs égyptiens, ils sont excellents. Je connais des gens qui travaillent, comment dire, de sociétés françaises qui travaillent en Égypte avec des ingénieurs égyptiens qui font de la conception, de l'innovation, de l'industrialisation. Et vous en avez partout. Et vous avez, non, non, l'Afrique, j'allais dire, il y a quelque chose, hein. Tout le monde ne fait pas ses études en Europe, hein. On les fait aussi aux États-Unis. On les fait aussi, justement, des nouveaux programmes de formation qu'offre la Russie. Non, non, je suis absolument pas inquiet. D'ailleurs, de toute façon, pourquoi le serions-nous, hein? Qui sommes-nous pour pouvoir juger à ce niveau-là? C'est tout un continent qui bouge. C'est fascinant, l'Afrique, hein. Bon, il y a des choses qui me plaisent pas, moi, personnellement, bien sûr, mais c'est comme partout, hein. Mais il y en a d'autres Ouais. qui méritent, qui sont des sujets d'intérêt absolument fantastiques. Résolument optimiste. Pourquoi? Parce que D'accord, ça repose sur la réalité. d'accord. Ben, chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Renaud Bouchard, je vous remercie pour tous ces éclairages. J'espère Merci, cher vous Kamal. Merci, retrouver chers auditeurs. dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.